Donc aujourd'hui, normalement, si c'est bien le webinaire pour lequel vous vous êtes inscrit auprès de l'Espace Dirigeant, vous pouvez rester. On va bien parler de retraite aujourd'hui. Si vous pensiez d'inscrire à autre chose, je vais vous expliquer tout ce que je peux en 1h15 avec plaisir. Donc, ce n'est pas le premier webinaire qu'on organise avec l'Espace Dirigeant. On en a animé pas mal en physique sur un autre thème qui est la holding patrimoniale pour optimiser son patrimoine, qu'on a animé et en présentiel et en webinaire. Et donc, du coup, vu que le format a plu globalement et qu'on a animé en parallèle auprès d'autres organismes ce webinaire sur les leviers pour optimiser la retraite, l'espace dirigeant nous a demandé d'animer celui-ci. On était très content de pouvoir le faire ensemble. Donc c'est parti. Donc aujourd'hui le plan, comme vous l'avez vu dans l'invitation, ça va se répartir en 3 parties. On va parler de la retraite obligatoire, des choses importantes à savoir, également sur la partie complémentaire facultative, et ensuite on va parler de loi Pacte et loi de finances rectificative, mais surtout loi Pacte parce qu'il y aura plus de choses à dire et plus d'opportunités dessus. Donc Vanessa de l'espace dirigeant vous a envoyé un formulaire, c'était un formulaire Google Form pour savoir, pour poser 2-3 petites questions. Donc globalement la question de base c'était est-ce que vous aviez déjà effectué une simulation de votre retraite complémentaire, enfin obligatoire pardon, plus complémentaire. Donc la réponse était quand même pour les 3/4 des réponses, donc sur une dizaine de personnes, les 3/4 avaient déjà fait une simulation, donc c'est un donc ça va être intéressant de savoir un peu ce que ça aura pu donner pour vous, d'une part. Et d'autre part, c'est assez réparti sur les attentes, concerne plutôt, c'est assez bien réparti entre les 3 parties, entre obligatoire, facultative et opportunité. Donc ça tombe bien, on va parler des 3 parties ce matin. La partie la plus longue est la partie obligatoire, c'est celle où il va y avoir, vraiment le plus de changements avec le projet de réforme. Parfait. Alors, j'enchaîne. Un petit mot sur l'introduction, un petit mot sur culture patrimoine, parce que vous connaissez bien l'espace dirigeant, mais vous ne connaissez pas forcément culture patrimoine, même si on travaille avec l'espace dirigeant depuis pas mal de temps. Donc, nous, on a un cabinet de family office. Je vais vous dire 2-3 mots sur nous. Nous, on aime bien cette image du Sherpa patrimonial dans l'Himalaya. En fait, notre but, notre objectif, c'est d'être votre interlocuteur de référence, votre guide sur l'ensemble des problématiques patrimoniales du salarié ou du chef d'entreprise. Et on fait ça avec une technicité reconnue, une expérience, on existe depuis plus de 15 ans, et une fiabilité également dans le temps. Je vous en redirai 2 mots juste après. Si on devait se poser, 4 questions sur culture patrimoine, donc notre métier, des services patrimoniaux de conseil. Ensuite, on le met en œuvre et on accompagne dans le temps. L'objectif, comme je l'ai dit avec le Sherpa, c'est de devenir l'interlocuteur de référence. Pour qui, donc pas uniquement les HNWI, les High Network individuels, c'est également pour juste quelqu'un qui se pose des questions, que ce soit transmission, donation, optimisation, transmission. Donc c'est assez large. Et donc à partir du moment où on se pose une question où nous, on va pouvoir aider. Et avec le diptyque auquel je faisais référence, technicité, expérience et fiabilité. Donc la partie technicité, elle est reconnue auprès d'un certain nombre d'organismes historiques du métier, comme Groupe Revue Fiduciaire, Francis Lefebvre Formation, etc. Et par contre, certaines écoles un peu plus ultramodernes, comme notamment École 42 pour certains qui peuvent connaître. Dernier petit mot sur nous. Donc, je sais que c'est difficile quand on ne se connaît pas d'aborder ces choses-là directement en introduction de présentation. Mais notre valeur ajoutée, quelle est-elle? En fait, c'est de vous faire gagner de l'argent sereinement. Donc, on le mesure chez nos clients. En moyenne, le retour sur investissement est de 8 fois le montant des honoraires sur les 2 premières années. On fonctionne par bouche à oreille uniquement, donc à peu près 200 recommandations chaque année en moyenne, et le taux de reconduction de nos services est de l'ordre de 98%, ce qui fait référence à la fiabilité de tout à l'heure. Donc le service client, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur, et on va essayer de s'y attarder aujourd'hui pour vous faire une présentation de qualité sur ce sujet qui est très, très vaste et clé dans les années à venir pour vous, pour votre retraite française.
Très bien, très bien. Juste avant la partie cotisation obligatoire, ce que j'ai voulu mettre là, c'est petit mot avant, pardon, petite parenthèse, juste pour me présenter moi personnellement. Donc, ça fait un peu moins de 7 ans que j'ai rejoint la structure, donc le cabinet Culture Patrimoine, hein, qui a une vingtaine de collaborateurs aujourd'hui. Donc moi, je me suis spécialisé sur deux sujets, les optimisations pré- et post-session d'entreprise et également ces sujets retraite, réforme des retraites, optimisation de la retraite, complémentaire, etc. Donc deux sujets clés. C'est pour ça que je suis ravi de vous faire cette présentation ce matin. Ce que je voulais faire d'intéressant, c'est cette to-do retraite. Cette to-do retraite, c'est en gros, bon, bah, toute cette présentation, c'est bien, mais quelles sont les idées de base qu'il faut que je me pose avant, les questions de base. Donc, par quoi commencer, tout simplement. Ça rejoint un peu la question que je vous ai envoyée par le formulaire de prérequis. Est-ce que je connais ma retraite? C'est le 1B. Est-ce que je connais mes revenus à la retraite? Est-ce que j'ai déjà effectué une simulation? Quelles sont les hypothèses que j'ai prises pour faire ces simulations? Parce que si je pars dans 2 ans, elles vont être assez fiables, les simulations. Mais si je pars dans 10 ou 15 ans, je ne sais pas ce que va donner ma carrière professionnelle. Idem, la première question, est-ce que je connais le train de vie que je dois assurer à la retraite? Parce que si vous dites, tiens, ma retraite donne 5 000 euros par mois, comme ça, je sais pas, ouais, bon, ça ne vous parle pas forcément. Ça va dépendre des charges à assurer, du train de vie à assurer à la retraite, etc. Troisième question, en fonction des réponses qu'on a ou non aux questions 1A et 1B, c'est et en fait, s'il me reste des questions, est-ce que j'ai envie, le temps, ou est-ce que j'ai la compétence de passer du temps à trouver les réponses à toutes ces questions et de calculer mes revenus à la retraite et de faire ces X scénarios. Donc, ensuite, faut trouver les informations. Les informations, il y a deux choses importantes. La première, c'est le relevé de carrière que vous retrouvez dans coordonnées à voir. Vous allez sur le site de l'assurance retraite. On peut sortir un RIS, un relevé individuel de S, c'est de situation, euh, qui reprend vos points, vos trimestres, etc. Donc, savoir s'il est complet. Est-ce qu'il est incomplet? C'est possible, hein, des trimestres qui peuvent ne pas apparaître, des périodes à l'étranger, etc. Autre document utile, votre avis d'imposition complet. Celui-ci faisant apparaître en bas d'avis d'imposition des plafonds épargne retraite. On va en parler tout à l'heure. C'est pas, quand on connaît bien, c'est simple, c'est assez trivial, mais le calcul et l'utilisation de ces plafonds n'est pas encore archi simple et on va détailler un petit peu comment ça fonctionne et les opportunités s'y attachant. Donc, coordonnées, le site pour récupérer le relevé de carrière complet, le site des impôts pour récupérer son avis d'imposition, normalement vous l'avez reçu fin de l'été, le vôtre, et peut-être les coordonnées de Culture Patrimoine ou de votre conseil habituel s'il est spécialisé sur ces sujets retraite. Hop, c'est parti. Donc, on va parler cotisation obligatoire. Vous voyez, il y a des sous-parties. On va parler du système actuel, de la réforme et du cumul. Sur le système actuel, on va aller assez vite. Ça se trouve facilement sur Internet. Le but, c'est de faire quand même une présentation avec un peu de valeur ajoutée, de ne pas te dire ce qu'on peut trouver en 2 secondes sur Google. Donc, un constat sur la situation actuelle. En faisant le calcul sur les taux de cotisation, si on prend un salarié, certains d'entre vous ne sont pas forcément salariés, mais on va prendre le cas. Un salarié, si sur toute une carrière, il a touché en moyenne 100 000 euros bruts, l'ensemble des cotisations retraite, par patronale et salariale, ça va représenter pas loin d'1 million de cotisations en retraite. Donc, le chiffre fait peur, mais c'est tout l'enjeu. Pour un indépendant, sur une rémunération brute identique, les cotisations retraite seront plus faibles. Pas de surprise, on se doute qu'on cotise moins. On cotise moins à la retraite, mais probablement on aura également moins. C'est de l'ordre de 600 000 euros de cotisation retraite. Bon, voilà le premier constat. Donc, ça appelle plusieurs questions. Quelle retraite je vais avoir en face de ces cotisations? Quelle garantie en face, en plus de cette retraite? Quel levier pour optimiser cette retraite? Notamment les garanties, pour ceux qui ont suivi, c'est que, là, depuis le 8 octobre, ça a été décidé que la valeur de points de service du point a été gelée. Elle devait augmenter, hein, les prix augmentent, là, il y a de l'inflation, la retraite devait augmenter, mais non, ça a été gelé. Ce qui est logique, mais c'est un premier pas vers peut-être la dégringolade des caisses complémentaires. Donc, en termes de rappel, la retraite de base, c'est une formule qui a plus de 50 ans, qui fait débat parce qu'elle n'est plus forcément très adaptée. Hein. Enfin, elle ne l'est plus concrètement. Donc, on prend le salaire de base, c'est SAM, hein, salaire annuel moyen, en fait, c'est la moyenne des 25 meilleures années.
multiplié par le taux, ce qu'on appelle le taux plein, qu'on essaye absolument d'avoir à tout prix, et qu'on remultiplie par votre nombre de trimestres quand vous partez à la retraite, le nombre de trimestres que vous avez acquis, 4 par an, divisé par la durée d'assurance qui dépend de votre année de naissance. Voilà, donc vous voyez l'impact sur ce salaire annuel moyen, sur ce SAM, de différents régimes dans une carrière, si on est un coup salarié, un coup indépendant ou autre, il y a pas mal de fausses idées là-dessus. On en reparlera peut-être dans les questions à la toute fin de la présentation. S'il n'y en a pas d'autres, je reviendrai sur ce point-là. En tout cas, c'est la formule. Retraite complémentaire, donc ça c'était la retraite de base. Sur la partie complémentaire, c'est plus simple, hein. En fait, on avait deux caisses, Arco Agir, j'ai bien dit avait, hein, parce que désormais elles ont fusionné. Donc on cotise des points. Enfin, on cotise, ça donne droit à des points, et les points, ensuite, on remultiplie les points par une valeur de service du point qui vous donne votre retraite complémentaire. Donc attention aux décodes pour trimestre manquant. On a des décodes sur la retraite de base et on a également des décodes du coup, qui vont impacter la retraite complémentaire. C'est notamment ce qui fait l'objet du débat. Par exemple, un trimestre manquant, je crois que c'est 1,25% de retraite, enfin de décote sur le taux, ce qui est énorme. Ce qui fait que par exemple un trou de 5 ans dans une carrière, ça fait une décote de 25% de la retraite. Donc 5 ans dans une carrière, c'est pas un quart de la retraite, alors que 25%, c'est bien un quart. Donc les décotes sont un petit peu violentes. Voilà sur les calculs de base, en rappel. La réversion, je parle un petit peu de réversion ce matin, c'est un sujet qui tient pas mal à cœur aux Français et qui va changer également dans le projet de réforme. Aujourd'hui, pour avoir la réversion de la retraite de son conjoint, il faut avoir été marié à celui-ci. Même si on ne l'est plus au moment de la retraite, il faut avoir été marié dans le passé. Il faut avoir au moins 55 ans pour avoir droit à sa réversion. Et il y a un plafond de ressources au-delà duquel on a une réversion réduite. En fait, le plafond de ressources est de l'ordre de 21 000 euros, c'est à peu près la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale. Si on a plus que ça en plafond de ressources déjà, on aura droit à la réversion de la retraite complémentaire de son conjoint défunt, mais on n'aura pas le droit à la réversion de sa retraite obligatoire de base. Donc c'est comme ça. Donc si on a plusieurs ex-conjoints, ce qui peut arriver, plusieurs mariages à chaque fois, ce qui peut arriver également, il y a un système de prorata pour les durées de mariage. Donc ça, c'est un peu plus particulier, mais les règles sont assez bien connues et simples là-dessus pour pouvoir faire les calculs, ces calculs inutiles à faire. Sinon, par défaut, la retraite de base, le taux de réversion, c'est 54%. Voilà. Sur la partie complémentaire, donc là, il n'y a pas de condition de ressources. C'est intéressant. Donc en gros, si on a respecté les 3 conditions d'âge, de mariage, etc., enfin les 2 du coup, la réversion sera de 60%. Ça, c'est un peu plus récent, le coefficient de solidarité. Je trouve que c'est important d'en reparler rapidement ce matin. Pourquoi? Parce que quand on en parle autour de nous, et nous à nos clients, c'est quelque chose que certains d'entre eux ignorent, en fait, tout simplement. C'est pas la fin du monde, mais c'est quand même bien de le savoir avant de faire valoir ses droits à la retraite. Finalement, c'est quoi? C'est de dire si j'ai 62 ans, regardons la partie du bas, si j'ai 62 ans et que j'ai déjà le taux plein, c'est-à-dire tous les trimestres qu'il me faut, et ben finalement, je vais quand même avoir une décote sur ma retraite de 10% pendant les 3 premières années. En fait, le principe, c'est d'inciter les Français à partir à 63 ans. Même si on peut partir à 62 et avoir le taux plein des 62, si on part à 63, on a vraiment la retraite, 100% de la retraite. Si on part plus tard, il y a des petites surcotes pendant un an, 10%, 20% et 30% si je pars 3 ans après les 63, donc à 66 ans. Donc ça, c'est bien de le savoir également. Les rachats. On a vu tout à l'heure, rapidement, attention aux décodes possibles pour les manques de trimestres. Ce n'est pas irréversible, évidemment. On peut aller racheter des trimestres, maximum 12 pour les années d'études manquantes, etc., service militaire. Donc, on peut en racheter 12.
Le principe le plus important sur le rachat de trimestre, c'est que ces rachats sont déductibles du revenu imposable. Et donc, si vous en avez pour 30 000 euros dans chaque trimestre, ça va faire 30 000 euros de moins qui va passer à l'impôt sur le revenu. Donc, si vous êtes dans une tranche à 30, 41% ou 45%, ça fait 30, 41 ou 45% d'impôt en moins sur l'exemple des 30 000. Donc, si c'est 30 000 et que je suis quasiment à 45%, ça fait pas loin de peut-être 15 000 euros d'économie d'impôt l'année suivante. Et cette déduction peut s'étaler dans le temps en fonction du nombre de trimestres qu'on achète. Donc ça, c'est important de le savoir et si on souhaite effectuer un rachat, faire les calculs. Et ensuite, quand on a fait le calcul, faire un second calcul qui est sur quelle année je veux appliquer la déduction. Donc, je peux racheter également des points sur les retraites complémentaires. C'est rarement hyper intéressant, mais ça peut l'être. Parce qu'il y a moins de notion de décote une fois qu'on a ces trimestres sur la partie de base. Donc, sur les trimestres, si vous avez peut-être déjà lu et que vous allez plus vite que mes explications, que vous avez lu le bas du slide, on peut racheter deux options. On parle de racheter le taux et de racheter le taux plus la durée. Donc, racheter le taux, ça va travailler sur le milieu de la formule. Vous vous souvenez, salaire annuel moyen multiplié par le taux, multiplié par la durée d'assurance. Donc, si je rachète que le taux, ça va travailler uniquement sur le milieu de la formule. Et la deuxième partie, taux plus durée, elle va travailler en plus sur la seconde partie de la formule pour éviter une décote sur la durée d'assurance requise. Donc, le rachat de taux plus durée coûte plus cher, forcément. Donc, attention, ça coûte plus cher et c'est pas toujours, si on va parler d'investissement, c'est pas toujours un investissement plus intéressant que l'option 1. Et l'option 1 n'est pas forcément non plus un bon investissement. Donc, avant de racheter des trimestres, il faut faire l'étude. Vous avez peut-être déjà pu faire un niveau très précis ou juste un premier niveau. Le coût du rachat net d'impôt, comme ça donne un gain d'impôt, par rapport au gain de retraite que ça va donner en plus chaque mois, lui aussi net d'impôt, si on veut être complet, sur son espérance de vie. Par exemple, aujourd'hui, une femme qui part à la retraite à 62 ans, j'ai eu l'info hier, mais bon, elle n'est pas miraculeuse cette info. L'espérance de vie se rallonge, c'est 30 ans aujourd'hui. Une femme qui part à la retraite à 62 ans, son espérance de vie est de 30 ans. Donc, une femme qui fait ce calcul-là, il faut voir sur 30 ans si ça vaut le coup. Donc, si vous êtes en limite là-dessus, faites-vous accompagner. On est nombreux à savoir faire ces calculs. Il faut juste le faire faire par quelqu'un de confiance et qui pourra le mettre en œuvre derrière. Si je parle projet de réforme, qu'est-ce qui va dire ce magnifique projet de réforme? Le principe général, ce slide, regardez pas les taux, écoutez-moi. Le principe général, il est assez simple, c'est qu'un euro cotisé donne les mêmes droits à la retraite pour tout le monde. C'est d'arrêter les trimestres, les différents étages des régimes, de faire quelque chose uniquement à points. Donc, tout ce qu'on cotise divisé par valeur du point, ça nous donne un nombre de points. Et pareil que pour l'art collégien, quand on remultiplie ça par valeur de service, ça nous donne notre retraite. Donc, ce qui fait débat, c'est que les taux et les assiettes de cotisation sur le projet de réforme ne seraient pas exactement identiques. Exemple, pour les salariés, on cotiserait que jusqu'à 3 passes. Un pass, c'est de l'ordre de 40 000 euros, 41 maintenant. Donc, ça fait 123 000 euros. Là, avant, on pouvait cotiser jusqu'à 4 passes, donc les salariés cotiseraient moins. Bon, ce n'est pas encore fait. En tout cas, ça fait l'objet d'un débat qui a été un petit peu oublié avec le plan Covid de 2020. Le principe de l'âge pivot, ça c'est quelque chose d'intéressant. C'est la même chose, on le voit l'âge pivot, on le voit parfois appelé âge d'équilibre. C'est 64 ans, donc ça va être ça la date importante. On ne pourrait pas partir toujours avant 62 ans, mais on oublie le taux plein. Mais par contre, il y a une notion d'âge pivot. Pour info, en fait, en 2018, l'âge moyen de départ à la retraite des Français, c'était 63 ans déjà. Et en fait, ce qui est projeté, c'est que en 2025, il est projeté que l'âge de départ moyen des Français soit 64 ans. Donc, c'est de là que sort ce fameux 64 ans. Il n'est pas sorti du chapeau. Et ensuite, en fait, il y aurait un principe qui fait que si on part avant ces 64 ans, il y aurait également un système de décote et un système de surcote. Si on part après, je donne l'exemple, départ anticipé, moins 5% par an, plus 5% par an. Donc voilà, donc ça, c'est un système qui est plutôt qui permettrait d'équilibrer un petit peu plus les choses.
La réversion, là, j'ai fait un exemple pour que ça parle. Je donnais les principes de réversion, le plafond de ressources qui fait que ça ne marche pas. Dans le nouveau système, on aurait 70% des ressources du couple sont assurées. Donc, il n'y a pas de notion de plafond de ressources au-dessus des 21 000 euros. Tout de suite, on va donner tout de suite un exemple, ce sera plus simple. Donc, Paul, il a 1200 de retraite de base et 1400 de retraite complémentaire, donc 2006 au total. Sa femme Claire, 800 plus 1002 de complémentaire, donc 2000 au total. Si Paul décède dans l'ancien système, hein, d'abord, vu que Claire a 2000 euros par mois, elle a x12, 24, elle dépasse le plafond des 21 000 euros, elle aura le droit à zéro de la réversion de la retraite de base de son mari Paul. En revanche, elle aura le droit à la réversion de la complémentaire. Donc, elle va avoir 60% de réversion des 1400 de complémentaire et zéro de la retraite de base, qui lui fait une retraite de 2840. Dans le nouveau système, désormais, donc, ce qu'on assure, c'est 70% des ressources du couple. Donc, en fait, on fait la retraite qu'ils avaient l'un et l'autre, 2006 plus 2000, 4006, et on fait 70% de ça, 3220. Donc, si Paul décède, Claire, là, elle toucherait du coup 3220, là où elle touche 2140, donc elle toucherait plus de retraite que dans le système actuel. Donc là, dans cet exemple présent, c'est un exemple où Claire est davantage protégée. La question que vous pourrez me poser, que je n'ai pas mis sur ce slide, c'est qu'est-ce qui se passe dans l'autre sens là. Là, typiquement, dans l'autre sens, oui, Paul, lui, toucherait un peu moins de retraite que dans le nouveau système que dans l'ancien. Il toucherait, c'était de l'ordre de 150 euros de moins. Donc, au global, quand il y a un déséquilibre sur la retraite, on est quand même, ça protège quand même celui qui gagne, qui a le moins de retraite, pardon. Bon, donc du coup, ce projet de réforme, parce que pour pas en parler quand même toute la matinée, sachant qu'aujourd'hui, on ne sait pas encore à quelle sauce on va être mangé, ni ce que ça va donner concrètement, ça reste, en début d'année, c'était le sujet numéro un des Français, qui a été éclipsé, comme je l'ai dit rapidement, par les sujets Covid. D'autant plus que les élections présidentielles se rapprochent à grands pas. Donc, on ne sait pas ce qui va rester concrètement et qui va se retourner, va reprendre ce gros chantier. Et il y a encore pas mal de questions en suspens, comme quelles sont exactement les mesures transitoires entre l'ancien et le nouveau régime, quelle va être et quand va être l'harmonisation entre les fonctionnaires, les salariés, etc. Et les assiettes de cotisation, les 3 passes, les 4 passes. Donc, il y a encore pas mal de choses à voir. En revanche, ce qui est certain, c'est que, enfin, on espère, je ne sais pas trop ce qu'il peut, mais les insuffisances du système actuel sont assez flagrantes. La formule de calcul, elle a plus de 50 ans, elle n'a jamais été revue. Donc ça, en fait, c'est pas possible pour la simple raison que les carrières d'aujourd'hui ou de ces dernières dizaines d'années sont plus du tout les mêmes que celles où cette formule avait été créée. On a beaucoup de carrières, on a beaucoup de polypensionnés. Aujourd'hui, il y a à peu près une personne sur deux qui part à la retraite qui est polypensionné, c'est-à-dire qui n'est pas juste sa retraite de base, plus la RC. Il a été indépendant à un moment dans sa carrière, etc. Il n'a plus arrêté de travailler. Et donc ça, aujourd'hui, avec la formule de calcul, c'est pas bon. Pour les femmes, aujourd'hui, elles sont... qui s'arrêtent de travailler à un moment peut-être pour leurs enfants, etc. Oui, elles ont des majorations de trimestre pour ça, mais très peu par rapport aux trous que ça peut représenter dans leur carrière, et ces trous aujourd'hui sont trop fortement pénalisés. Je regarde l'heure tourner, hop, il est 10 heures, ça marche. Donc pour rappel, hein, ça devait être dans l'invitation, il y a 1h15 de présentation et 15 minutes de questions. Donc voilà, donc j'ai commencé à 9h35, donc je vais finir vers 10h45 à peu près, 45-50 pour la présentation. Cumul emploi-retraite. Donc là, ce qu'il faut retenir, donc ce que j'ai mis en haut de slide, c'est le principe d'aujourd'hui. Il y a 3 principes de base. Hein. En fait, il faut pour pouvoir faire un cumul emploi-retraite dans les règles et pas avoir un plafond. Le plafonner, sinon, celui-là, en fait, c'est celui qu'il faut absolument éviter parce qu'il
inintéressant de reprendre une activité. Il faut avoir atteint son taux plein, avoir minimum 62 ans et avoir liquidé toutes ses pensions de retraite. Donc, être vraiment à la retraite et au taux plein. Et là, je peux reprendre une activité. Dans le système actuel, je reprends une activité, je vais recotiser à la retraite dessus. Mais par contre, mes cotisations retraite, moi, je ne les reverrai jamais. Hein. J'ai fait valoir mes droits à la retraite. Les nouvelles cotisations ne permettent pas de bénéficier de nouveaux droits. Donc ça, c'était quand même quelque chose d'un petit peu absurde. Dans le projet de réforme, c'est prévu que si on aura le droit de faire une seconde liquidation, pas une troisième, hein, mais on aura le droit d'une seconde liquidation. Donc, exemple tout simple, ici, je reprends, salarié du privé, né en 1960, 62 ans, il a toutes les conditions pour un cumul emploi-retraite total dès l'âge de 62 ans. Bon. Il retravaille une année à 40 000 euros. Et en fait, c'est assez simple, on refait les formules de calcul pour sa deuxième retraite, vraiment indépendamment du calcul de la première. Donc, son salaire annuel moyen, c'était 40 000 euros. Il était déjà au taux plein, donc fois le taux plein, 50%, fois le nombre de trimestres d'assurance, une année, hein, sur le 167, c'est ce qu'il fallait pour son année de naissance. Donc, ça lui donne 500 euros brut par an. Idem pour la GER-Carco, ça lui a donné un nombre de points. Ça, c'est la partie cotisation. Ça lui donne à peu près 50 euros net. Donc, la formule est assez simple. Donc, ça ne sera pas énorme, mais c'est quand même un vrai plus et une vraie logique derrière pour quitter l'absurdité dans laquelle on est toujours, d'ailleurs. Le cas particulier des expatriés. Donc là, j'en parle juste pour le citer, plus que pour expliquer comment ça fonctionne en détail, parce que concrètement, c'est compliqué. Le processus le process pour appréhender la retraite des expatriés, il est connu, hein, il est connu, on le connaît. En fait, le principe, c'est on va regarder le droit social du pays dans lequel vous travaillez. Et en fait, il y a une grille d'analyse, une grille qui va permettre d'aiguiller le raisonnement et de complexifier ou non les réponses. Donc, on détermine le cas où on travaille et le sous-cas, en fait. Est-ce que c'est dans le cadre d'un contrat frontalier? Est-ce que c'est du télétravail? Est-ce qu'on est détaché? Est-ce qu'on est expatrié? Contrat français, contrat local. Et à la liquidation de la retraite, pardonnez-moi, à la liquidation de la retraite, on va regarder en fait finalement, est-ce que c'était en Europe? Si c'est en Europe, il y a un règlement européen qui régit quand même les règles et qui explique, avec un calcul en 2 étapes. D'abord une retraite théorique, on calcule, puis on fait une notion de prorata. Ça se fait plutôt bien. Ensuite, s'il n'y a pas de règlement européen, on va regarder. Il peut y avoir des accords bilatéraux entre les pays, une bonne quarantaine. Et s'il n'y a pas d'accords bilatéraux, donc pays sans accord, donc là, c'est là que ça commence à se compliquer. Donc, c'est important là-dessus sur ces questions de quand vous partez à l'étranger dans le cadre d'une expatriation ou autre, de préparer ces sujets-là en amont, parce qu'il y a des caisses quand on est dans un pays avec aucun accord. Par exemple, c'est le cas de certains pays d'Amérique du Sud, pas mal de pays hein, finalement dans le monde. On peut cotiser. Il y a la caisse des Français à l'étranger, il y a l'IRCAFEX, il y a des différentes caisses qui permettent de compenser ça. Et donc, du coup, c'est aussi à négocier soit à payer à titre personnel, soit à négocier dans les packages avec l'employeur. Je parlais tout à l'heure de trous possibles dans les relevés de carrière pour des périodes à l'étranger. Donc là, on revient dessus. En fait, on peut faire valider ces trimestres à l'étranger. Ce n'est pas automatique, donc ça, c'est important. Il faut en faire une demande express auprès de sa caisse de retraite. Voilà. J'espère décevoir personne sur ces questions d'expatriation, sinon on pourra y répondre en fin de présentation ou de manière plus individuelle en dehors de cette présentation de ce matin. Donc pour conclure sur la partie retraite et cotisation obligatoire, je reviens sur le calcul de tout à l'heure sur le million de cotisations. Quand on fait le calcul sur le système actuel, donc ça va peut-être faire un petit peu peur, ça donnerait droit à 57 000 euros de retraite par an, total de retraite de base plus retraite complémentaire. Donc, si on divise 57 000 euros par en une notion de stock de capital, le million de cotisations, ça représente un rendement de l'ordre de 6% par an.
Point de suspension, comme vous le voyez. Point de suspension, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, est-ce que vous pensez que l'ARCO, l'AGIRC et la CNAV, pour la retraite de base, sont en mesure de pouvoir vous délivrer une retraite de l'ordre d'un rendement de l'ordre de 6%? Ben, nous, on pense que non. On pense que non, c'est pas possible. Il y a eu le gel du point d'ailleurs là, mais en fait, en 2020, mais ça ne va pas suffire le gel du point. En fait, théoriquement, il faudrait que la valeur du point baisse, ce qui n'a jamais été le cas, ce qui va être très compliqué. D'autant plus que, je ne sais plus si je le remets plus loin dans un de mes slides, le nombre d'actifs par rapport aux inactifs ne fait que de baisser et ça va aller encore que de baisser jusqu'à au moins 2050. Donc ça baisse, et donc du coup la question qu'on aura, ce sera quel choix pour un salarié finalement. Si ça baisse, ok, mais du coup qu'est-ce que je fais? Pareil pour un indépendant, je cotise 350 000 euros peut-être de moins de cotisation qu'un salarié, j'ai moins de retraite. Mais du coup, comment je les utilise? Et bah, en fait, là, justement, on va switcher sur la partie après cotisation facultative pour la retraite, donc ces dispositifs-là, pardon. Et après, ce qu'on conseille, qui ne fait pas partie de cette présentation de ce matin, que ce soit pour un salarié ou un indépendant, ce sera d'aller utiliser de l'effet de levier. Si on veut un rendement de 6%, aujourd'hui, sans prendre trop de risques, il faut aller sur de l'immobilier productif de revenus, par exemple. Et donc, du coup, et si on fait un peu d'effet de levier en empruntant auprès de sa banque pour aller acheter cela, ça va nous permettre d'avoir des rendements de l'ordre de ces 6% ou plus sur un rendement interne. Donc, je ferme la parenthèse, mais ce sera une vraie solution pour votre retraite de demain. Parfait. Là, en fin de cette partie, il y en a trois. Là, Quentin va nous redonner une question à haute voix qui a pu être posée sur le chat, auquel moi je l'ai masqué pour pouvoir bien vous présenter ça. Donc, Quentin, est-ce qu'il y a une question qui mérite que tu nous la redonnes à haute voix? Alors, on ne peut pas dire que le chat soit très très dynamique ce matin, mais Ils donc sont j'ai timides. une question qui a été posée dans les prérequis et n'hésitez pas à poser des questions sur le chat comme vous l'a proposé Lucie et Fanny. Donc, j'ai traité une question qui a été posée dans les prérequis qui est dans quel contexte peut-il y avoir un intérêt à racheter des trimestres? Je pense que Arthur a déjà bien répondu à cette question, mais je vais la reprendre plus en détail. Donc, comme vous pouvez vous en douter, il n'y a pas une unique réponse à cette question. Il y a plusieurs facteurs et plusieurs variables qui entrent en jeu. Donc, les trois principales sont est-ce que j'ai des trimestres à racheter? Parce que tout le monde n'a pas des trimestres à racheter. Il faut avoir, une période d'études supérieures ou avoir une année où on n'a pas réussi à cotiser ces 4 trimestres parce qu'on n'a pas gagné suffisamment pour les valider ou avoir eu une période d'apprentissage. Et donc, au maximum, on ne peut racheter que 12 trimestres. Donc ça, c'est la première variable. La seconde variable est votre âge, car déjà, ça aide à avoir de la visibilité sur le régime de retraite qui sera applicable. Ça aide à avoir de la visibilité sur la date de départ à la retraite. Mais également, votre âge permet de déterminer le prix des trimestres, que ce soit taux ou taux plus durée. Donc, plus vous vous rapprochez de l'âge de départ à la retraite, plus les trimestres seront chers. Et la dernière variable, mais qui n'est pas des moindres, c'est votre tranche marginale d'imposition. Car comme Arthur l'a dit, lorsque l'on va racheter les trimestres, cela va permettre de déduire ce montant de rachat de votre base imposable. Donc, plus votre tranche marginale d'imposition sera haute, moins, au final, le coût de revient des trimestres sera cher, vu que vous pourrez déduire ce montant d'une tranche à 45% ou à 41%. La difficulté de cet exercice de racheter les trimestres réside dans le fait que l'on va décaisser un certain montant, une certaine somme, et décaisser ce stock va nous générer un surplus de rente. Et donc, toute la difficulté de la question sera de savoir à partir de quel moment le surplus de rente viendra compenser le stock qui a été décaissé lorsque vous avez racheté les trimestres. Donc, toute la difficulté de la question réside dans ce calcul-là. Donc, voici pour cette première question. J'espère que j'ai été clair. Et sinon, n'hésitez pas à travers le chat à y répondre. Merci Quentin, c'était clair, détaillé. Merci. Ça marche. Donc là, on commence la partie suivante qui est plus simple sur la partie facultative. Donc l'introduction, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour un indépendant qui cotise moins, qu'est-ce qu'il peut faire
du différentiel de non-cotisation, sur quoi il peut l'utiliser, et pour un salarié, qu'est-ce qu'il peut également utiliser comme levier. Donc, le besoin, il est assez clair. Beaucoup d'incertitudes sur la réforme et sur les lois futures. La retraite participation par répartition, excusez-moi, elle est indispensable, mais elle est parfois et même relativement insuffisante et ça va s'accentuer dans les années à venir pour vous. La question de base, c'est quid du maintien du train de vie à la retraite. Donc les chiffres, je les ai remis ici, tiens, voilà, ceux que j'évoquais tout à l'heure. Sur le ratio d'actifs par rapport aux inactifs. Ça fait un petit peu peur le ratio. En 70, on est 3 actifs pour un inactif. 2010 a déjà divisé d'un tiers. Et en 2050, les projections donnent de 1,3 actifs pour un inactif. Donc les choses ne s'améliorent pas. Et en parallèle, la population vieillit. C'est plus, tiens, il manque le pourcentage. Le vieillissement de la population en 2050 par rapport à 2015, ça va être 42% de plus. Donc c'est énorme. C'est énorme, donc ça confirme qu'il faut aujourd'hui savoir où part votre retraite et surtout, en fait, une fois que vous le savez, c'est bien, mais c'est savoir ce qu'il faut faire après qui est mieux. Donc les dispositifs et les produits existants donc en fait il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop en France. Dans les entreprises, il y a parfois il y en a moins des articles 82. Il y a encore pas mal d'articles 83 qui peuvent s'appeler pair entreprise, des articles 39, des PERCO, des PE, pas mal de choses comme ça. Et après, à titre individuel, vous avez l'assurance vie que vous connaissez, le plan épargne retraite populaire, un PERP, dont on va parler, qui change avec la loi Pacte. Préfonds, Corem, ces choses. Et les contrats Madelin, ça c'est plus pour c'est pour les TNS, travailleurs non salariés. Donc beaucoup de choses, multitude de produits, beaucoup de critères et de conditions, et globalement on est un peu perdu là-dedans. Donc tous ces produits-là viennent utiliser des plafonds, notamment ceux à titre individuel, sur lesquels du coup vous allez vraiment avoir la main, vous, si vous voulez jouer sur votre retraite. Donc, dans le cas d'un produit épargne retraite, sur lequel vous allez vous verser de manière volontaire, donc volontairement, chaque versement, si vous le faites bien, important, va venir vous donner, excusez-moi, une réduction d'impôt. Donc, sur un PERP, un PER, un préfonds, donc l'avantage fiscal, il est important. Donc, il faut déterminer le montant de versement préconisé pour que ça vienne effacer le haut de votre tranche d'imposition. Je vais revenir dessus après. Et donc, il faut respecter, donc ça c'est super, mais il y a un plafond, on ne peut pas faire autant qu'on le souhaite si jamais on a des revenus avec des années exceptionnelles, ça se prépare. Et donc, le plafond, globalement, c'est 10%, donc on fait 4 fois 10% de votre revenu imposable après abattement. On fait ça sur les 4 dernières années. Je vais vous montrer un exemple juste après. Et donc, il y a un plafond minimum qui est le pass, un pass, et le plafond max qui est 8 passes. Donc ça, c'est un exemple que je reprends sur un avis d'imposition, donc avec des screenshots. Donc déclarant 1 déclare 376 000 euros de revenus imposables, c'est une belle année pour lui. Les salaires après abattement sont 364 000. Et donc si on fait 10% de ça, ça donne pas, vous voyez mon curseur, ça donne pas normalement 32 419, ça aurait dû donner 36 431. Mais lui, en fait, ça dépasse 8 passes. Donc, en fait, il a bien 10% de 8 passes, 32 419 euros. Et en fait, il fait ça sur 4 années. Et donc, ça lui donne un plafond calculé sur les revenus 2019, 32 400, hop là, excusez-moi, 19. L'année d'avant, 38 000. L'année d'avant, 26 000. L'année d'avant, 900 euros. 900 euros, c'est parce qu'il avait déjà utilisé son plafond. Pareil pour sa femme. Donc, on fait ces calculs-là sur les années passées et ça nous donne un total de plafonds disponibles si jamais ils veulent utiliser ces fameux plafonds épargne retraite, donc 90 000 et 16 000 pour sa femme. Soit on mutualise les plafonds. Monsieur et madame peuvent utiliser les plafonds l'un de l'autre, donc ça fait à peu près 106 000, 107 000 au global. Ensuite, vous voyez, j'ai mis des N1, N2, N3, N4. Ça,
C'est le bon schmilblick de l'administration fiscale qui nous dit quoi? Qui nous dit que si jamais vous faites un versement pour utiliser ces plafonds, il va y avoir un ordre bien spécifique d'utilisation de ces plafonds. Donc ça, c'est pas trivial non plus, une fois de plus. C'est qu'on va d'abord utiliser le plafond le plus récent. Donc si là, je suis en 2020, je vais d'abord utiliser le plafond le plus récent. Donc je vais calculer sur les revenus de 2019, les fameux 32 419 pour monsieur. Donc le numéro 1. Et ensuite, si je verse plus que 32 419, exemple, si je verse, je sais pas moi, justement 90 000, je vais après aller utiliser le plafond le plus vieux. Ensuite, je repars du plus vieux, plus récent. D'où le N1. Et après, je repasse au N2, qui est celui le plus vieux, et je reviens sur N3, N4. Donc, c'est comme ça que ça s'utilise. Donc, typiquement, chaque année où je n'utilise pas ces plafonds, je perds le plafond le plus vieux au profit d'un plus récent. Donc, le 919, exemple, je vais le perdre et je vais avoir peut-être un nouveau 32 000 l'année d'après. Donc, si je veux ne pas perdre ce 919, il faut d'abord que j'utilise N1 avant de pouvoir utiliser N2. Donc, il faudrait que je verse un peu plus de 33 000. Donc, il y a différents cas comme ça. Ça dépend après également des disponibilités à mobiliser sur ce type de support, des tranches d'impôts à effacer, et ensuite, et ce support, qu'est-ce que c'est concrètement. Voilà. Donc, c'est pas simple. J'espère avoir donné des petites clés là-dessus. Et après, vos dispositions, plutôt, si vous avez des questions. Je pense que ça, c'est le slide peut-être le plus compliqué de la matinée. Donc, restez avec moi, posez des questions, réveillez-vous sinon. Sur les TNS, donc, sur les travailleurs non salariés, il y avait un ancien dispositif qui s'appelait la loi Madelin, qui existe toujours, mais c'est juste que maintenant, ça a été également refondu avec la loi Pacte, et le nouveau dispositif est mieux que l'ancien, globalement, qui est toujours des exceptions. Lui, il a un plafond de cotisation de l'indépendant qui est calculé sur c'est un double plafond. Premier plafond, là, on l'appelle communément le MAT 10, c'est 10% de ses revenus de l'année N, pas N-1, plus un autre 15% de ses revenus compris entre 1 et 8 passes. Bref, ça donne exemple 60 000 euros, il a reversé 60 000 euros maximum de cotisation. Et le principe est assez simple, c'est que c'est son entreprise qui va payer les cotisations. Donc son entreprise, ou ça peut être lui, s'il n'est pas en société, s'il est en profession libérale. Et ça va être donc déduit du bénéfice imposable de la société. Donc l'utilisation de ce plafond ensuite peut avoir, si on utilise beaucoup ce plafond, ça peut avoir des impacts sur les plafonds qui apparaissent sur l'invite à l'imposition. En effet, c'est pour info, ce qui dépasse, on calcule MAT 10 et MAT 15, et après on fait dans l'autre sens. On sait combien j'ai cotisé. Tout ce qui dépasse MAT 15, donc le MAT 10, doit être déclaré dans un endroit bien spécifique de la déclaration d'impôt personnel, et va venir diminuer le plafond. Donc ce qu'il faut faire attention là-dessus, concrètement, c'est pour retenir ce qui est en rouge aujourd'hui, c'est attention aux IFU. Donc IFU, c'est les imprimés fiscaux uniques. Donc si vous êtes indépendant et que vous avez un Madelin et que vous mettez, je sais pas moi, juste 15 000 euros dessus par an, c'est déjà pas mal. L'assureur va vous donner un papier, il y aura marqué mettez 15 000 euros dans votre feuille d'impôt. Et c'est faux. 99 fois sur 100, c'est faux. Parce qu'il y a un calcul à faire, il ne faut pas tout reporter dans la feuille d'impôt. Ce qui va venir effacer vos plafonds si vous reportez tout. Les compagnies d'assurance ne peuvent pas faire le calcul précis que j'ai évoqué, MAT 10, MAT 15, parce qu'ils ne connaissent pas exactement vos revenus de l'année N. Mais il faut faire attention. Et du coup, il faut reporter les bonnes infos dans votre déclaration IRPP. Voilà, ça c'était pour la partie retraite supplémentaire. Et puis après, on va évidemment revenir davantage sur le nouveau dispositif ouvert par la loi Pacte sur la dernière partie. Est-ce que Quentin, tu veux partager, s'il te plaît, une question? Oui, on avait une question qui était de comment gérer la retraite dans une optique d'entrepreneuriat. Vous l'avez vu dans la première partie, les indépendants cotisent de manière obligatoire moins que les salariés, donc ça leur génère une retraite plus faible. Ils disposent des mêmes conditions que les salariés pour constituer une retraite à titre individuel, hormis les mécanismes de retraite complémentaire qui sont mis en place dans les entreprises. En fait, ce qu'il y a à bien comprendre, et comme l'a dit Arthur dans cette seconde partie, c'est que les chefs d'entreprise, les indépendants, ils ont de meilleurs leviers pour mettre en place des systèmes de retraite par capitalisation.
ils ont la main pour mettre en place de nombreux systèmes et de dispositifs qui permettent de financer par le biais de l'entreprise leur retraite individuelle et ce de façon avantageuse. On peut penser à des plans de PERCO, des plans d'intéressement ou encore des contrats per entreprise, donc les anciens Madelin, les anciens contrats Madelin. En fait, ce sont des mécanismes qui vont permettre de leur créer une bonne retraite par capitalisation qui va venir très largement concurrencer la retraite des salariés, mais en plus va leur permettre des gains d'IS, d'impôt sur les sociétés. Donc, pour résumer, le chef d'entreprise a de meilleurs leviers pour financer sa retraite à titre personnel par le biais de sa société. Oui, tout à fait, tout à fait. Merci, merci Quentin. Et, et après, je ne sais pas si on peut dire de meilleur, mais en tout cas, il aura plus de choix, ça c'est certain. S'il le souhaite, sinon après, en fonction de chef d'entreprise, il peut se mettre dirigeant de SA ou SAS et être assimilé salarié, où là, ça va être assez proche finalement pour la retraite en cotisation ou autre. Et finalement, on compare plutôt là, j'ai pas dit ça, là, la comparaison, c'était plutôt par rapport à un gérant, le calcul que j'avais fait, un gérant majoritaire de URL ou SARL. C'est plutôt là où du coup les cotisations sont bien moindres. Et là, il va y avoir le choix du dispositif complémentaire. Et plus que le choix, en fait, il faut. Trop de surprises sur on a eu trop de surprises, nous, même dans des cercles proches, de personnes qui, en fait, ont augmenté leur revenu net en se mettant gérant majoritaire de SARL hein, plutôt qu'un 6 000 salariés. Donc, c'est super, il a gagné plus de toute sa vie. Mais sauf qu'il n'a jamais préparé sa retraite. Donc, du coup, bah, la fin, le résultat, quand on part à la retraite, ça fait des mauvaises surprises. Parfait, il est 22, il nous reste à peu près une vingtaine de minutes pour la dernière partie et la loi Pacte. Donc là, c'est une partie qui est assez chouette. La loi de finances, un petit mot rapide sur la loi de finances rectificative, c'est qu'elle elle est assez décevante. Il y a trois idées dedans. La première qui est assez décevante, c'est une exonération supplémentaire pour les dons familiaux en espèces. Jusqu'à l'été prochain, vous pouvez recevoir ou donner 100 000 euros de plus. Et ces 100 000 euros doivent être consacrés à un projet de travaux énergétiques, construction de résidence principale, pas acquisition, attention, et souscription de capital de sa propre PME. Donc, pour rentrer dans les cases, c'est rare, mais si vous rentrez dedans, tant mieux. Ce qui a changé enfin, ça a enfin bougé, mais il ne reste pas beaucoup de temps pour l'utiliser, ce n'est pas non plus miraculeux. Le taux de réduction d'impôt quand on investit dans une PME, au capital de PME, il était de 18%, il passe à 25% jusqu'au 31 décembre de l'année. On peut espérer que probablement ce soit prorogé, c'est-à-dire que ça ne s'arrête pas au 31/12/2020. Mais bon, ce taux, donc, il a augmenté. Pour info, à l'époque de l'ISF, un même investissement vous donnez droit à 50% de réduction d'impôt. Donc, pour le même risque, le même blocage, la même non-garantie sur votre placement, vous avez là encore 2 fois moins de réduction d'impôt. Donc, pourquoi pas. Et n'oubliez pas que ça rentre dans les niches fiscales. Niche fiscale, un plafond des 10 000 euros, il peut être augmenté à 18 000 euros avec certains investissements. Et il y a des investissements plus bons pères de famille, on va dire, qui utilisent ces niches fiscales avec moins de risques. Donc attention, si vous utilisez tous les niches fiscales, l'emploi salarié domicile, nounou, crèche, rentre dedans. Aussi, attention. Donc un plafond des niches fiscales, c'est assez voyant sur un avis d'imposition. Hein, ça s'appelle un plafonnement des niches fiscales. Et ça vous fait de l'impôt à payer en plus l'année d'après. Donc là, c'est vraiment très, très, très mal joué. On a investi, on a le risque, mais par contre, on a moins la réduction d'impôt. Contrat Madelin, on a jusqu'au 15 décembre pour demander un déblocage exceptionnel dessus de 8 000 euros et une partie est imposée. Donc ça, c'est pour donner un petit coup de main, un petit coup de pouce aux indépendants. C'est toujours ça. Comme là, on est presque à 1 heure de présentation. J'en ai besoin encore des 20 minutes qui restent pour faire 1h15 parce que j'ai commencé à 35. Je viens d'envoyer par mail, pour ceux qui doivent partir avant la fin, le feedback form. Donc, je viens de l'envoyer par mail. C'est sur celui-ci que vous indiquerez, s'il vous plaît, si vous souhaitez recevoir le support de présentation d'aujourd'hui.
Et je vous demanderai également, si vous voulez bien, c'est sur la première partie du feedback fort, d'évaluer la présentation de ce matin qu'on anime donc, pour l'espace dirigeant. Et vous nous indiquerez également si vous avez des questions à titre personnel et si vous voulez qu'on vous recontacte pour qu'on se reparle dans un cadre un peu plus privé, confidentiel. Est-ce que Fanny ou Lucie, vous pourrez aller dans le mail où vous êtes en copie, reprendre le lien et le mettre dans le chat également, s'il vous plaît, de Zoom. Ce serait super. Merci beaucoup. Je continue. Hop. Donc, la loi Pacte, désormais, et les opportunités. Donc, la loi Pacte, quelques chiffres basiques. Hein. Elle est applicable depuis le 1er octobre dernier. Donc, ça fait déjà un peu plus d'un an que nous, on l'utilise, on la pratique. C'est vraiment très satisfaisant comme nouveau produit. Et le but, c'est vraiment de favoriser les Français à développer la retraite par capitalisation en face de la retraite par répartition. Donc, globalement, elle va généraliser la sortie par capital. Ça va vous donner plus de liberté, plus de capital, plus de simplification, moins de frais et surtout plus de transparence au global. Donc, le nouveau produit est vraiment bien quand on fait bien les choses. Ce nouveau produit, l'idée en fait de base, c'est qu'on a vu tout à l'heure, on avait l'article 39, 82, 83, Perco, plein de produits. L'idée aussi, c'est de regrouper les produits, de faire un seul produit retraite. Un seul produit retraite, mais avec deux modalités de souscription. Donc, un seul produit retraite donc, qui s'appelle le PER, hein, pas de surprise, je pense que vous le saviez, en tout cas, je l'ai suffisamment teasé tout à l'heure dessus. PER, plan épargne retraite. Deux modalités de souscription, donc soit vous à titre perso, soit par votre entreprise, d'où les deux bandeaux, et trois compartiments sur chaque contrat. Chaque contrat aura un compartiment individuel, un compartiment collectif et un compartiment catégoriel. Donc, le plus commun et celui dont on va parler le plus aujourd'hui, c'est le compartiment individuel. C'est celui sur lequel vous pouvez vous verser et qui vous donne droit à des réductions d'impôts significatives. Donc, le plan d'épargne retraite pour voir les modalités de souscription d'une entreprise, hop là, pardon, il est ouvert finalement pour tout. C'est l'entreprise qui l'ouvre et non le coup pour l'ensemble de ses salariés. Il peut y avoir une condition d'ancienneté, mais je crois que ça ne dépasse pas 3 mois maximum la condition d'ancienneté. Et ensuite, tout le monde y a droit. Et c'est notamment sur le compartiment 2, collectif, ancien PERCO, ça s'appelle PERECO, que vous allez pouvoir avoir votre PERCO, recevoir l'abondement, l'intéressement, éventuellement la participation aux bénéfices. Le compartiment catégoriel, c'est celui où l'entreprise a des cotisations obligatoires. Le salarié peut en avoir également, ça va sur ce compartiment 3, etc. Donc tout va aller dans la même enveloppe avec des sous-compartiments. Donc ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Ce que vous pouvez remarquer sur les couleurs de ce slide, on voit du vert et d'autres qui ne sont pas verts sur certaines cases, effectivement. Le vert correspond aux compartiments qui peuvent être alimentés. Je m'explique. Sur un compartiment individuel, on voit que seul le compartiment 1, sur un PER individuel, vous l'ouvrez auprès d'une compagnie d'assurance, par exemple, c'est celui sur lequel vous allez faire des versements de votre poche qui vous donnera une réduction d'impôt. Ça va aller dans le compartiment 1. Le compartiment 2, vous ne pouvez pas vous verser sur un compartiment 2 individuel. Parce que vous n'avez pas de PERCO de vous ou de PERECO à votre nom, vu que c'est un peu rattaché à votre entreprise. Pareil pour la partie ancienne article 83. Sur un PER entreprise, là, les trois compartiments peuvent être alimentés. Vous avez le droit finalement de verser de votre poche sur le compartiment 1 du PER que votre entreprise a ouverte pour vous. Ça va également vous donner droit à vos réductions d'impôt. Le compartiment 2, j'en ai parlé, abondement par exemple par intéressement, participation. Et le 3, qui est plus rare, hein, c'est catégoriel, sur cotisation obligatoire de l'entreprise. Je crois que c'est le slide d'après. Un atout majeur de cette loi Pacte, c'est que, là c'est un peu compliqué, on peut dire quand même ce que j'explique, c'est que les anciens contrats d'avant, les anciens donc, vous allez avoir le droit de les réunir ou de les transférer sur la nouvelle enveloppe.
pour que ce ne soit pas seulement à partir d'aujourd'hui que c'est plus simple, mais également pouvoir aller transférer les anciens. Tout à fait, c'est là. Donc, sur le compartiment 1, j'ai le droit d'aller transférer tous mes anciens PERP. Là où, pour info, avant, ça sortait 20% en capital, maximum 80% en rente viagère. Là, je vais avoir le droit de tout transférer sur ce plan épargne retraite. Et ce compartiment 1, j'en parle un petit peu après, mais bon, faut autant le dire dès le début plutôt. Tout ce qui va être dans ce compartiment 1 d'un plan épargne retraite, lors de votre départ à la retraite, et puis si vous liquidez ce contrat, vous aurez la possibilité de sortir 100% en capital. Donc c'est ça toute la différence, c'est que c'est bloqué jusqu'à la retraite. Toujours, oui, il y a quelques critères de déblocage anticipé sur des accidents de la vie, décès du conjoint, validité, fin de droit chômage suite à un licenciement, etc. Bon, je les ai quasiment tous dit. Mais quand vous partez à la retraite, avant c'était maximum 20% capital, parfois zéro. Le Madelin, pour les TNS, c'était zéro capital, hein, c'était que de la rente viagère. Et donc maintenant, vous pouvez tout transférer sur un compartiment 1 d'un nouveau contrat PER et sortir en capital. Donc vous avez le choix en fait, quand vous partez à la retraite, vous avez le choix de dire je veux du capital, une partie en capital, l'autre en rente, plus de choix. Et parfois, il vaut mieux avoir, c'est pas plus taxé, hein, soit taxé pareil, soit moins taxé en plus. Dans certains cas, il vaut mieux avoir, par exemple, de 100 000 euros ou 50 000 euros one shot que avoir 200 euros par mois à vie, où concrètement, il va falloir parfois plus de 30 ans ou plus de 35 ans pour que le 200 euros par mois représente plus de 50 000 euros. Donc, je ne sais pas pour vous, mais moi, je préfère prendre 50 000 euros maintenant, l'avoir sur un autre compte, le replacer, le réinvestir, acheter un appartement, faire n'importe quoi, plutôt que de les laisser chez l'assureur et attendre plus de 35 ans pour que pour que ça commence à être plus rentable pour vous. Voilà ce qu'on peut surtout transférer là-dessus. Après, on peut transférer d'autres types comme préfonds, Corem, CRH et les versements individuels que vous faites sur un article 83. C'est une petite parenthèse. Il y a la partie cotisation obligatoire. Et en fait, vous aviez le droit ou avez le droit, si vous en avez certains d'entre vous aujourd'hui, de verser dessus. Et quand vous versez dessus de votre poche, c'est comme si c'était un PERP. Bref. Donc, les anciens PERCO, PE, vous pouvez les transférer également sur un compartiment collectif. Et la partie, comme j'ai dit tout à l'heure, article 83, vous pouvez transférer un vieil article 83 ouvert auprès d'un ancien employeur. Attention, si c'est un employeur actuel et vous avez un article 83, vous ne pouvez pas le transférer sur un plan épargne retraite. Si c'est un ancien employeur, vous pouvez le faire et vous avez probablement intérêt à le faire pour pouvoir réunir simplement les enveloppes. Donc, sur les modalités de sortie, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, les compartiments qui nous motive le plus sur ce nouveau dispositif de la loi Pacte, c'est les compartiments 1 et 2 qui permettent de sortir 100% en capital. Ça, c'est la grosse nouveauté de la loi Pacte. Y compris, petite nouveauté, hein, pour une résidence principale. L'achat d'une résidence principale est un nouveau critère de déblocage qui permet de sortir 100% en capital. Donc attention, hein, là, dans ce cas-là, il y a des sujets de fiscalité qui rentrent en jeu, où ce n'est pas forcément très intelligent ou très intéressant de sortir pour acheter sa résidence principale, c'est juste que c'est une flexibilité de plus. Il n'y a que du plus potentiel, il n'y a jamais de moins, hein, sur cette loi Pacte. Donc c'est vraiment pas mal. Compartiment catégoriel, là, par contre, le compartiment 3, lui, sort toujours que en rente. Un article 83 d'un ancien employeur, ça sortait que en rente. Si on le transfère sur le compartiment 3 du PER, on sort toujours que en rente. C'est juste qu'on a tout réuni, on investit mieux, on a plus de choix de support, peut-être moins de frais également de gestion sur le nouveau gestionnaire de ce contrat. J'entends compagnie d'assurance, etc. La loi Pacte. Donc, si on reprend tout à l'heure ce que disait Quentin, Quentin disait un indépendant ou un gérant de société cotise moins, il va avoir plus de choix, meilleur choix pour sa retraite. Finalement, ce qui est vrai, c'est qu'un indépendant, un TNS, sur sa feuille d'impôt, il va avoir ces 4 plafonds qu'on a vus tout à l'heure. Les N1, N2, N3, N4, vous souvenez, 90 000 à gauche pour monsieur, 16 000 à droite pour madame. Et en plus de ces plafonds qu'il a sur son épargne retraite, il a les plafonds calculés sur sa rémunération de l'année N, donc les fameux MAT 10, MAT 15. Donc finalement, lui, son total de plafonds disponibles pour verser, il a finalement 6 plafonds, là où un salarié n'a que, c'est déjà pas mal, les 4 plafonds qui sont sur son avis d'imposition. Donc il peut attribuer plus de budget à son épargne
complémentaire, enfin je dirais même supplémentaire. On va parler plutôt de retraite supplémentaire. Donc le TNS va pouvoir utiliser ces plafonds-là et en fait, il va ensuite, en fonction de quel plafond il oriente, il va dire au nom de quel article. Soit il va les déduire si sa boîte paye du bénéfice de sa société, pardon, soit si c'est lui qui les paye de sa poche, il va les déduire de son revenu global. Bon, il aura probablement plus intérêt à l'utiliser à partir de réduire ça du bénéfice de sa société, parce que s'il déduit ça de sa poche, l'argent de sa poche, c'est lui qui s'est versé depuis sa société, donc il a payé des charges sociales dessus, il a payé de l'impôt sur le revenu, donc c'est pas le même budget coût en poche. Et donc après, il y a des reports à faire, soit dans la déclaration, soit dans la DSI, soit dans la 2040. L'assurance vie, qui est un des produits préférés des Français, vous connaissez probablement, peut-être que certains d'entre vous en ont une. Ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a comparé l'efficacité d'un plan épargne retraite par rapport à de l'assurance vie. Finalement, quand on prend en compte le gain fiscal qu'on a à l'entrée sur un plan épargne retraite, ce sera du coup quasiment toujours plus efficace de placer sur un plan épargne retraite que de placer, plus efficace de placer sur un plan épargne retraite si on a le gain d'impôt, que de placer ça sur une assurance vie. Donc là, on voit ce graphique, TMI, donc votre tranche marginale d'imposition à l'entrée, donc si vous effacez 45, 41, 30 ou 14%, et votre tranche marginale d'imposition à la sortie. Typiquement, généralement, ce qu'on peut parier, quand les choses se passent normalement, c'est que votre tranche marginale d'imposition à la sortie est plus faible que celle à l'entrée. Typiquement, je ne vais pas le redétailler, il sera après, mais c'est comme ça que vous verrez comment sont calculés ces chiffres. Si j'ai une tranche d'imposition à l'entrée de 41%, à la retraite, je vais sans doute baisser d'une tranche, 30%. Ça veut dire que le PER est plus efficace de 36% que l'assurance vie. Plus efficace, j'entends somme nette en poche, nette d'impôt quand j'en sors. La transmission, on en parlera peut-être après en question sur l'avantage successoraux ou non du père quand on connaît ceux de l'assurance vie. Donc ça, c'était le cas pratique. En fait, c'était juste de se dire, TMI à l'entrée 41%, TMI à la sortie 30%, avec un rendement moyen de 4% sur 10 ans. En fait, retenez que, vous aurez la correction dans la présentation pour ceux qui souhaitent recevoir le support. Retenez que c'est juste que sur le PER, en fait, on va investir 1694 au lieu de 1000 à gauche. Et le 1694, vu qu'il va donner 41% d'économie d'impôt, finalement, l'effort réel, il est de 1000 euros. Donc, en fait, on raisonne à l'effort réel. Et c'est ça qui va faire que le PER, en fait, à la fin, va donner un calcul supérieur à celui de l'assurance vie. Okay. Valeur nette de l'épargne à la fin, 1757 versus 1004. On a bien les 36% de plus. Donc ça, c'est assez magique, hein, parce que 36% de plus, il n'est quand même pas photo. Et bien évidemment, c'est avec la contrepartie que le PER est beaucoup moins disponible et liquide que l'assurance vie. Mais bon, un réajustement peut être opportun, d'autant plus qu'il y a des stratégies de sortie de l'assurance vie pour verser sur un PER. Si vous êtes déjà en assurance vie, où là, il y a des choses à jouer. Je vais en redirai 2 mots après. Ça va être maintenant d'ailleurs, ça tombe bien, vous voyez. Les choses sont bien faites finalement. 2 petites stratégies autour du PER, une stratégie supplémentaire, c'est d'utiliser le PER un peu si vous avez des enfants. Comme nouveau PEL. Finalement, en fait, vous avez le droit d'ouvrir un PER au nom de votre enfant. Vous avez le droit de verser dessus avec votre argent. Si l'enfant est rattaché fiscalement, ça va se déduire de vos revenus. Ensuite, l'enfant qui est grandissant, peut-être à un moment, il va probablement se détacher, ce qu'on peut espérer, de votre foyer fiscal, quand il sera grand. Et donc là, le père est à son nom. Et si, comme j'ai dit tout à l'heure, un critère de déblocage anticipé, un de ces critères est l'acquisition de la résidence principale. Le jour où il veut acquérir sa résidence principale, il peut liquider son père de manière anticipée. Donc là, ça repasse à l'imposition. Mais bon, l'imposition de quelqu'un qui achète sa première résidence principale, je ne sais pas moi, 20, 25, 30 ans, 35 ans, n'est pas la même que probablement la vôtre au moment où vous effectuez le versement. Donc là, il peut y avoir un gain sympa
L'argent est bloqué, l'enfant ne peut pas le sortir, sauf pour l'achat de sa résidence principale. Donc, c'est assez puissant comme mécanisme et, ça protège l'utilisation des fonds, même si l'enfant est majeur. La stratégie sur l'assurance vie, effectivement, c'est comme vous pouvez le savoir sur vos assurances vie. Quand elles ont plus de 8 ans, vous avez des abattements qui existent pour on va dire quoi, payer simplement moins d'impôts sur la plus-value à la sortie. Ces abattements, ils sont doublés. Ils sont doublés si vous sortez de l'assurance vie pour aller verser sur un plan épargne retraite. Et il faut faire le versement avant le 31 décembre de l'année qui fait suite au rachat de l'assurance vie. Donc ça, c'est très bien parce que d'une part, ça permet, ces abattements, vous les avez chaque année. D'une part, ça permet de purger un petit peu la plus-value de votre contrat d'assurance vie, quitte à reverser dessus. Bon, si jamais vous faites pour utiliser une fois les abattements. Et là, si vous reversez ensuite sur un PER, vous purgez la plus-value de l'assurance vie. 2, vous allez réavoir le gain fiscal à l'entrée sur le plan d'épargne retraite. Donc ça, c'est pas forcément très connu, hein, alors que c'est légal et que ça fonctionne. Mais il y a vraiment un double enjeu significatif. Parfait. Ce qu'il faut retenir, là j'ai pas mal parlé pendant 1h05. Qu'est-ce qu'il faut retenir sur ce qu'on s'est dit sur loi Pacte, épargne retraite, réforme, etc. Il faut se poser les bonnes questions. Parce qu'on peut aller très vite dans le micro-détail, comme quel est le plan épargne retraite qui aura le moins de frais d'entrée, le moins de frais de gestion, si je veux faire le maximum de versements. Bon, bah ça, à un moment, il faut se poser, ou peut-être oui, ces questions micro, mais avant, il faut commencer par des questions macro, de savoir d'où on part et où est-ce qu'on veut arriver avant de rentrer dans ces niveaux de détail. C'est-à-dire, c'est bête, mais c'est les questions les plus importantes. Quel patrimoine je vais avoir à la retraite? Je prends en compte le plus tard possible, évidemment, on touche du bois, le patrimoine dont je vais peut-être hériter de mes ascendants, les revenus vraiment dont je vais avoir besoin à la retraite. Et c'est à partir de ces questions-là et donc des réponses qui vont avec qu'on va réussir à définir les revenus supplémentaires dont je vais avoir besoin pour pouvoir vivre tranquillement à la retraite. Et après, l'idéal, ensuite, aller peut-être transmettre du patrimoine à mes descendants. Donc, c'est ces bonnes questions-là qu'il faut se poser. La loi de finances rectificative pour 2020, elle, on a vu pas grand-chose à retenir pour votre épargne retraite. J'ai sorti les 3 points les moins inintéressants, mais pas grand-chose pour votre retraite. La loi Pacte, elle, en revanche, elle vient vous donner un vrai coup de pouce. Donc, utilisez dans la mesure du possible, bien évidemment, et de votre épargne disponible, utilisez vos plafonds de 10% sur 10% de vos revenus, regroupez vos anciens contrats pour en simplifier la gestion, et peut-être tout simplement créer de la gestion, parce qu'il y a des anciens contrats qui sont plus du tout gérés. Hein. Si vous ressortez les papiers, etc., vous pouvez voir ça peut-être un petit peu casser la figure. Utilisez l'effet de levier de l'emprunt, je l'ai évoqué tout à l'heure. C'est ce qui va vous permettre d'augmenter, de créer une opération avec un rendement interne significatif et qui va vraiment avoir des effets positifs sur votre patrimoine. Ça, il faut s'y prendre le plus tôt possible, hein, surtout que vous savez aujourd'hui que les taux sont toujours plus bas que jamais. C'est absolument incroyable, donc essayez d'en profiter. Et enfin, trouvez, si vous n'en avez pas déjà un chef d'orchestre, trouvez votre Sherpa patrimonial pour mettre en musique tous ces points qu'on a vus pendant un peu plus d'1 heure, pour vous aider à vous poser les bonnes questions, vous accompagner et ensuite mettre en œuvre ce qui conviendra de ce qui aura été établi dans votre stratégie et les faire vivre dans le temps. Je pense que c'est vraiment ce qu'il faut retenir ce matin. Et voilà. Mais je vais redonner la parole à Quentin juste pour qu'on conclue sur les parties questions de loi Pacte. Et après, on passera aux questions globales, si vous les avez gardées pour la fin, peut-être, en débutant, oui, évidemment, vos micros. Pardon. Oui, alors sur cette partie, il y a eu plein de questions qui sont souvent à titre personnel. Donc, je vais reprendre les principales caractéristiques et les principaux avantages du père qui répondra à pas mal de questions, notamment celles qui portent sur la transmission d'un père.
Donc, le PER, il a été créé donc, suite à la loi Pacte afin de rendre plus attrayants tous les systèmes de retraite par capitalisation. Donc, le premier point, c'était simplifier la gestion de tous les plans de mécanismes de retraite individuels afin de les recentraliser dans une seule poche. Arrêter d'avoir un article 83 lorsqu'on était en poste dans la société A, un autre dans la société B. Le but, c'est de tout regrouper dans un. Et enfin, pour le rendre plus attrayant, que ses principaux concurrents qui étaient l'article 83, le PER ou encore le contrat Madeleine. Le premier, c'est le déblocage à 100% en capital. Donc l'article 83 et le Madeleine, eux, étaient débloquables qu'en rente. Le PER, lui, permettait un déblocage à 20% en capital. Donc là, on va avoir un déblocage à 100% en capital. Donc ça enlève l'aléa du prédécès, parce que même s'il pouvait y avoir des conditions de réversion de rente, là, dans tous les cas, vous aurez capté déjà tout le capital. Et en plus, ça permet une flexibilité, car vous détiendrez le capital à 100%. Donc, vous pourrez vous recréer une rente si vous le souhaitez. Mais si vous avez besoin d'une quantité de fonds à 70 ans, ben, vous aurez accès. Le second point est une fiscalité qui est plus avantageuse lors de la liquidation du contrat. En effet, toutes les rentes, lorsqu'elles étaient reversées suite aux liquidations des plans, étaient imposées à l'impôt sur le revenu, donc à votre tranche marginale d'imposition, plus à des prélèvements sociaux de l'ordre de 10,1%. Donc la fiscalité du PER est plus avantageuse vu qu'elle distingue la partie capital et la partie intérêt, donc la partie plus-value. Pour la partie capital, la fiscalité sera la même, alors que pour la partie plus-value, la fiscalité sera plus avantageuse vu qu'elle sera celle de la flat tax, donc du PFU, qui est de 30%, donc 12,8 d'impôt sur le revenu et 17,2 de prélèvements sociaux. Donc ça, c'est déjà plus avantageux. Il permet également une meilleure couverture du conjoint parce que, en fait, il faut distinguer la phase de constitution et la phase de liquidation du père. En phase de constitution, on pourra avoir une sortie à 100% en capital du conjoint survivant et le régime sera le même que celui de l'assurance vie pour des pères assurantiels. Et donc souvent, dans le cadre du conjoint survivant, il y a exonération vu qu'il y a la loi TEPA qui s'applique et qui vient exonérer le conjoint survivant de droits de succession. Et dans la phase de liquidation, il y a également un déblocable qui est 100% en capital et également aucune taxation suite à la loi TEPA. Et le dernier avantage du PER est sa flexibilité, notamment en comparaison avec le Madeleine, pour lequel un niveau de cotisation minimum est obligatoire. Là, il n'y a plus toutes ces notions de minimum. On va pouvoir juste réaliser des versements à hauteur que l'on veut sans craindre de mise en réduction de contrat Madeleine ou autre. Donc, comme l'a dit Arthur tout à l'heure, il n'y a vraiment que des avantages au PER par rapport aux anciens plans. Il y a très peu d'inconvénients, voire pas du tout. Tout à fait, merci Quentin pour cette revue détaillée des avantages du pair. Je vous remets là, comme on a à la fin de la présentation, on va passer à la partie questions-réponses. Donc le feedback form, vous l'avez reçu normalement dans le chat, et en tout cas vous l'avez reçu au moins par email. Donc je vous invite s'il vous plaît, comme je l'ai dit, à le compléter pour évaluer la présentation de ce matin et nous indiquer avec vos coordonnées si vous souhaitez, recevoir le support, et deux, si vous souhaitez qu'on prévoie un échange avec plaisir sur votre situation, parce qu'il y a beaucoup de cas particuliers et chaque cas mérite qu'on passe une heure dessus pour identifier les axes de valeur ajoutée ensemble sur lesquels il conviendrait de travailler. Donc, vous allez avoir dans ce support, il y a les coordonnées de chacun d'entre nous, donc Quentin, Fanny, Lucie, Arthur et Nicolas, notre associé fondateur. Donc, Coucou. voici les coordonnées. Voilà, il dit coucou, il est bien là. Donc, nos téléphones, nos emails. On sera ravis d'avoir cet échange avec vous. Et cet échange, évidemment, on prêche un petit peu pour notre paroisse. On peut tomber sur ce qu'on appelle vraiment des pépites, indépendamment des sujets retraite, qui est finalement l'axe technique sur lequel on s'est orienté ce matin sur ce webinaire, que ce soit ensuite sur les sujets de fiscalité, de création du patrimoine, de transmission. Le spectre de compétences est finalement assez large.
Et le nombre de fois où on est tombé sur des situations où les personnes venaient nous voir parce on avait été recommandé, pensaient qu'il n'y avait rien à faire. Et on tombe parfois sur des pépites où les économies en termes de là, c'était sur un sujet de transmission. C'était c'était plusieurs millions d'euros d'économies de transmission. Et donc, j'aime bien reprendre cet exemple-là. On pense qu'il n'y a rien à faire, on vient nous voir, ça prend 1 heure sans engagement. Et il y a des choses quand même assez, assez dingues. On est dans un pays très riche en lois, peut-être trop riche, ça change trop souvent, très souvent. Mais bon, en tout cas, c'est important d'avoir quelqu'un qui connaît bien tout ça et qui le fait de manière pérenne. Voilà, merci à tous. Je vais, normalement, vous avez tous la possibilité de démuter vos micros. Arthur, dans la prolongation de ce que vous disiez, il y avait une question dans le chat sur les honoraires. Ah, alors je ne l'ai pas vu, enfin comme moi je n'ai pas affiché le chat. Quelle était la question? Quels sont nos honoraires? Oui, bah ça c'est une très très bonne question. Merci Nicolas de l'avoir soulevé et Quentin à haute voix. Donc effectivement, nos honoraires, nous, sur une mission de conseil, ils commencent à partir généralement de 1875 € sur une mission de conseil basique. Et dans le basique, je vais reprendre le terme. En fait, dedans, c'est ce qu'on appelle nous l'audit global du patrimoine, dans lequel en fait, on va tout auditer, à savoir votre fiscalité, vos placements, votre patrimoine actuel, les crédits, et surtout ensuite, donc ça c'est pour travailler sur le constat, et ensuite sur la construction de l'avenir, à savoir la retraite, la création de patrimoine, etc., avec différents niveaux de détail. En tout cas, le montant d'investissement initial, il est de cet ordre de grandeur-là. Après, ça peut varier évidemment en fonction des sujets et du patrimoine. Et retenez que ce devis, il est généralement effectué en fin de premier rendez-vous, qui lui est sans engagement, sans honoraire, qui permet justement d'affiner les axes de valeur ajoutée sur lesquels on a envie, et vous aussi, de travailler ensemble. Et ça permet également de chiffrer le retour sur investissement moyen, de faire une promesse en fin de rendez-vous sur là où on est sûr de pouvoir vous accompagner et mettre entre guillemets dans le mille sur votre situation. J'espère que ça répond à la question. Hop, j'arrête juste le partage de l'écran. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, c'était hors taxe ou TTC. C'est TTC, Paul. N'hésitez pas à soit poser des questions sur le chat, soit à vous démuter pour prendre la parole. C'est timide, c'est timide. On a repris, Quentin, les 2 questions qu'il y avait sur les prérequis au final. Exactement. Bon, ça marche. Après, effectivement, ce matin, on n'était pas Ce qui est peut-être dans les questions qu'on a vu passer sur le chat, c'est qu'il y a quelqu'un qui demandait à ouvrir un Madelin. Est-ce qu'il avait plutôt intérêt à cotiser sur son Madelin ou sur son père? Donc, comme c'est plus trop possible, je crois. Sur un Madelin ou sur un père où on n'a pas. Madelin ou père, c'est pas Madelin ou père, Paul, la question? C'était Madelin ou père. Madelin ou père. Donc, si vous avez déjà un contrat Madelin, en fait, il va y avoir, enfin, que vous en avez ouvrir un nouveau contrat Madelin, je pense que c'est compliqué, mais bon, pour si vous en avez déjà, en fait, vous avez la possibilité de continuer de verser dessus. Et après, la question, c'est est-ce qu'il faut continuer ou pas? Dans, dans 9 cas sur 10, ce sera plus intéressant d'arrêter de verser dessus et de tout transférer sur un plan épargne retraite. Je vous explique pourquoi. En fait, on va directement expliquer le seul cas sur 10 où c'est mieux de garder son Madelin. Si c'est un très vieux contrat Madelin, très vieux, j'entends quoi, plus de 20 ans, plus de 30 ans, ouais. Dans certains vieux contrats Madelin, l'assureur pouvait garantir la table de mortalité
qui va être appliqué à la retraite. Par exemple, s'il y a 40 ans, c'était la table de mortalité qui vous faisait qui vous donnait 20 ans d'espérance de vie quand vous partez à la retraite. Aujourd'hui, on vous donnerait peut-être 30. Bah, du coup, son calcul de rente, il va diviser, si vous avez 100 000 de Madelin, il va diviser, je caricature, hein, mais 100 000 sur 20 ans, et il va vous verser ça chaque année. Donc, plus le nombre d'années est faible, plus il va vous verser chaque mois. Donc, quand la table de mortalité est garantie et que c'est une vieille table, parce que ça peut être une table récente garantie, mais ça n'a aucun intérêt, là, ça peut être intéressant de conserver. Et pareil, il peut y avoir une notion de taux technique garanti. En fait, c'est le taux de revalorisation minimum de la rente que l'assureur peut garantir. Donc, en fait, c'est les deux choses à regarder, table de mortalité, taux technique. Si les deux sont garantis, il faut regarder. Et s'ils sont garantis surtout à un niveau très intéressant historique, là, ça peut être intéressant de conserver son contrat Madelin, qui peut protéger davantage qu'un contrat pair. Contrat pair, c'est la table de mortalité du moment, hein, c'est la TGF 05. Il n'y a pas de taux technique garanti aujourd'hui, hein, ça n'existe plus. C'est juste que vous allez avoir 100% capital. Donc, il vaudra mieux sur un très vieux contrat avoir quand même de la rente si les niveaux de rente sont incroyables par rapport à ce que vous allez pouvoir toucher en capital. Ça, c'est très rare. On a pour tous nos clients, ça fait 1 an qu'on épluche tous les contrats Madelin de nos clients là-dessus. On est peut-être tombé. C'est moins de 1 sur 10 qui nécessite qu'il ne faut pas transférer. Et donc là-dessus, il faut faire les calculs, il faut faire les simulations pour tout ça. Nous, on est bien équipés pour le faire si ça peut vous intéresser. Merci pour la question. Est-ce qu'éventuellement, il y avait d'autres questions qui ont été posées sur le chat, Lucie, Fanny, qui n'auraient pas été répondues en public? Oui, il y avait une autre question, c'était par exemple, conseillez-vous de faire des versements volontaires sur son épargne salariale? Merci Lucie. Alors l'épargne salariale regroupe le plan épargne entreprise et le PERCO, plan épargne retraite collective. Est-ce que c'est intéressant de faire des versements là-dessus? Aujourd'hui, du coup, en fait, ça va être normalement un plan épargne retraite entreprise que votre entreprise ouvre. Donc, ça peut être intéressant de faire des versements volontaires sur le compartiment 1 si celui-ci vous donne droit aux réductions d'impôts qui va venir utiliser vos plafonds épargne retraite. Et donc, du coup, vous donnez droit à des économies d'impôts. Si c'est plus facile pour vous de faire au moins le mois qu'une fois en fin d'année, oui, c'est intéressant. Généralement, quand on peut, en fait, on le fait plutôt en fin d'année, ce type de versement. Donc, en fait, nous, on est typiquement dedans, là, de octobre à décembre. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a une meilleure vision de son revenu imposable sur toute l'année. En fin d'année, on sait plus qu'en début d'année. Et du coup, ça permet de faire la simulation précise de là où vous en êtes sur votre tranche marginale d'imposition. Exemple, si vous avez à peine commencé la tranche à 41%, on vous dira probablement verser que les 5 ou 10, 15 000 pour optimiser le haut de cette tranche. Si vous versez plus, vous allez basculer gratter un petit peu la tranche à 30%. Et ce sera un petit peu moins efficace. Donc, pour faire ces scénarios précis, il faut avoir une bonne projection de son revenu net imposable de l'année. Et après, si c'est quelque chose qui est stable, ça peut être intéressant de mettre en place un versement mensuel qu'on va peut-être oublier et qui du coup sera plus indolore qu'un versement one-shot en fin d'année où là on a l'impression de devoir peut-être se saigner davantage pour effectuer ce versement au moment des fêtes peut-être. Alors, ça c'est dans l'hypothèse où l'entreprise a déjà mis en place un véhicule qui permet d'accueillir les versements individuels du salarié au sens versement sur une épargne individuelle, ce qui est assez rare aujourd'hui dans les faits. Pour quelqu'un qui aurait un dispositif traditionnel de PE-PERCO encore en place dans son entreprise, quel serait pour lui l'intérêt de faire un versement volontaire sur ce PE-PERCO plus traditionnel? Parce que là, vous êtes dans un schéma qui sera peut-être la norme dans 2-3 ans, mais on est assez avant-gardiste. Ça En marche. reprenant Donc en gros, l'origine des choses, peut-être intéressement, peut-être ouais, c'est participation et ça. peut-être versement. Ok. Oui, c'est ça. Donc, j'allais reformuler la question ainsi. Si vous avez de manière plus traditionnelle un PE-PERCO, sans donner les nouveaux noms, PERECO, etc., il faut verser dessus si vous pouvez. Donc, si vous avez intéressement participation, donc c'est très intéressant de les mettre
Donc, ça ne va pas répondre à la question des versements, mais ça sera juste après. Prenez, si vous pouvez, l'intéressement participation sur ces supports-là, qui vous permettent d'être exonéré d'impôt sur le revenu le jour où vous pouvez débloquer ces sommes. PE, vous pouvez débloquer tous les 5 ans, ou pour troisième enfant, enfin, il y a des cas comme ça. PERCO, c'était à la retraite. C'est à la retraite toujours d'ailleurs. Mais pas de fiscalité, donc utilisez ça. Vous pouvez en plus, votre employeur peut mettre en place des abondements à hauteur de 100%, 200, 300, jusqu'à 300%. L'abondement maximum sur un PE, c'est 3 000 € à peu près. Sur un PERCO, c'est 6 000. Donc, il peut y avoir jusqu'à 9 000 € d'abondement de la part d'un employeur. Et il abonde sur quoi? Il abonde sur un versement. Donc, ce versement, en fonction de la manière dont est rédigé le PE et le PERCO, donc ça, c'est l'entreprise qui décide, ce versement peut être une prime d'intéressement, une prime de participation bénéfice. Donc, auquel cas, l'entreprise verse l'intéressement sur le support et en plus, ça compte comme un versement pour vous et là, l'entreprise va redonner de l'abondement. Bon, voilà, c'est le jackpot. Si il y a un abondement en place sur l'entreprise et qu'il n'y a pas d'intéressement ou pas de participation, ou c'est une mauvaise année et qu'il n'y en a pas, mais qu'il y a quand même l'abondement, là, oui, faites vraiment des versements volontaires sur votre PE PERCO pour aller au moins capter cet abondement de l'employeur. Donc là, j'espère que ça répond plus à la question. Donc, il faut aller capter l'abondement de l'employeur. Sur ces enjeux plus traditionnels d'épargne salariale. Et donc ça, les entreprises en plus vont inciter à le faire davantage, hein, parce qu'il y a c'est une notion de droit social, mais le forfait social pour les entreprises de moins de 250 salariés a été supprimé, ce qui fait que ça coûte vraiment moins cher en plus pour les entreprises de verser de l'intéressement ou de l'abondement par rapport à du salaire. Ça coûte moins cher pour l'entreprise, ça coûte moins cher pour le salarié parce qu'il ne paye pas d'impôt à la fin. Donc, ce n'est pas encore forcément parfaitement bien maîtrisé, ces dispositifs, mais en termes de complément de rémunération, parce que dans la loi, ce n'est pas censé remplacer une rémunération, c'est vraiment optimal. Et en tant que chef d'entreprise, là, quand vous avez la main, il faut au moins un salarié dans son entreprise, autre que soi, pour pouvoir mettre en place de l'épargne salariale. Là, il y a des mécanismes où on peut piloter l'intéressement et ses abondements, etc. Et ça permet de sortir plusieurs dizaines de milliers d'euros chaque année avec une fiscalité parfaitement maîtrisée. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour… là, il est 11 h. Du coup, ça fait à peu près… ça fait pratiquement 1h30 qu'on se parle. On a commencé à 9h30, on a vraiment commencé à 35, donc c'est une dernière question. Allez-y. Sinon, on va s'arrêter là pour ce matin. Et comme j'ai déjà dit maintes fois, à votre disposition avec plaisir pour qu'on se recontacte. Ou si jamais il y a une question que vous voulez juste poser en privé, on y répondra avec plaisir. On aime bien ces sujets très techniques. Comme vous voyez, on parle là de forfait social, de fiscalité. Donc on est des techniciens et on essaie d'être le plus pédagogue possible à travers toutes ces lois qui changent. Parfait. Dans ce cas, déjà, je vous remercie pour ceux qui ont tenu jusqu'au bout ce matin. Merci d'avoir été présent. J'espère que vous avez appris des choses ce matin qu'on n'a pas juste pris 1h30 de votre temps. C'était mon objectif. Donc, je vais arrêter l'enregistrement. On va essayer de voir comment on va faire pour l'héberger, mais je pense que ça ne va pas poser la moindre difficulté. Donc, à votre disposition. Merci à tous. Très bonne journée. Et j'espère à bientôt, peut-être physiquement un jour dans les locaux de l'espace dirigeant quand la situation sanitaire se sera améliorée. Merci beaucoup. Bonne journée tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir, bonne journée.